sécurité civile ne forme pas de pilotes ab initio, il forme des pilotes confirmés à une nouvelle mission. Quand on se retrouve dans le cockpit du Canadair, il faut réapprendre un grand nombre de choses parce que la basse altitude comme ça s'improvise pas. Il faut sentir les choses et ça ne passe que par l'entraînement. C'est l'heure de bout là-dedans. Bonjour à tous, bienvenue sur Lâcher Solo, deuxième saison. Vous imaginez un petit peu ce que je vais vous passer. Vous ne verrez juste rien de plus beau cette année dans le ciel. C'est une vidéo qui a été tournée donc, par les Coast Guard canadiens à l'occasion du dernier vol du Martin Mars, du Hawaii Mars. À Victoria, donc c'était début août, escorté par la patrouille canadienne. Et là, le petit clin d'œil, c'est que vous avez un Martin Mars et vous avez 9 Canadair autour, puisque la patrouille canadienne des Snowbirds vole sur le Canadair Tutor. C'est la dernière unité à voler sur ce petit biplace côte-côte. Donc vous avez donc un bombardé d'eau et 9 Canadair autour. Je trouve l'image sublime. C'est une des explications pour lequel le déplacement du Mars vers le musée a été avancé. Il y avait un meeting aérien à Bosfort, qui est l'aérodrome où il y a notamment Conair, la société qui modifie les avions, notamment les Dash 8 en bombardier d'eau, qui est à 20 ou 30 km de Vancouver. Donc on voit la métropole que ça peut englober. Et donc, début août, il y avait un meeting aérien gros air show à Bosford. La patrouille canadienne était présente. Je pense qu'ils ont un peu avancé le dernier vol du Mars pour que les deux calendriers se goupillent bien. Et ça a donné cette image-là. Alors l'appareil a fait un tour autour de l'île de Vancouver, a survolé un certain nombre de zones côtières. Et puis juste avant de se poser, il a fait un dernier passage, escorte, fumigène, tout ça. Il faut juste comprendre que là où ça s'est passé, donc en Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, il n'y a pas eu de chiffre de données. Mais il y a eu des milliers de vidéos qui ont été tournées. Je pense que les gens étaient plusieurs centaines de milliers sur l'ensemble de la côte de l'île pour voir passer le Martin Mars parce que c'était l'avion emblématique de la zone, parce que pendant 50 ans, il a sauvé leur forêt, que c'est un avion... Après, moi, je ne suis pas objectif, mais pour moi, c'est un des plus beaux uns qui ait jamais volé. Visiblement, je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'ils étaient des dizaines de milliers le long de la côte pour voir passer l'avion. Ils étaient des milliers autour de l'aérodrome de Victoria pour le voir se poser. Et intégrer donc les collections du musée de Colombie-Britannique. Donc ça, c'était début août. L'avion s'est posé, a passé la nuit sur l'eau. Le lendemain matin, ils l'ont sorti de l'eau. Ils ont nettoyé, rincé. Et puis, au cours des jours qui ont suivi, ils l'ont acheminé sur une remorque. Je pensais qu'ils allaient le faire rouler sur ses trains de roulage. Mais non, non, sur une remorque. Ils l'ont amené à l'endroit où il va être installé. Et autour de lui, bientôt, il y aura un hangar pour l'abriter. Donc, ils ont tout bon sur cette histoire-là. Au moment où j'ai fait mes dernières émissions, et j'ai beaucoup parlé du Martin Mars pour les motifs que vous comprenez bien, on n'avait pas d'infos sur le convoyage du deuxième, puisqu'il y a le Philippines qui doit rejoindre, lui, le Pima Air Museum du côté de Tucson dans l'Arizona, et c'est pas le même voyage, parce que là, autant il y avait 100 km à faire, ils ont fait le chemin des écoliers, là, il y a 2000 bornes à faire. On n'avait pas l'info sur la date précise et sur le mode opérationnel. Ça commence à se décider, on commence à avoir des infos, même si elles ne sont pas officielles, c'est des gens qui traînent dans le coin, qui prennent des photos. L'avion, visiblement, les équipes qui se sont mis au travail pour faire voler le Hawaii sont sur le deuxième maintenant. Il y a du travail sur les moteurs, donc il y a de fortes chances que l'avion parte en vol jusque dans l'Arizona. Il y a un lac, j'ai pas regardé sur les cartes, mais il y a un grand lac où il va pouvoir se poser, mais qui est à quelques dizaines de kilomètres de sa destination finale, parce que vraiment du côté de Tucson, il n'y a pas de lac, il n'y a pas d'eau. Je sais pas comment ils font pour vivre dans ce coin-là, mais il n'y a pas d'eau. Il va être convoyé par les airs. Là, pareil, ça va donner lieu à des images qui risquent d'être très très intéressantes. Il va se poser sur le lac, et sur le lac, ils vont le démonter et le convoyer par la route jusqu'au Pima, où il sera remonté, mis visitable, etc. Donc là encore, voilà, si vous êtes allergique au Martin Mars, vous pouvez vous désabonner tout de suite de l'émission, parce que ça, on va en parler, forcément, obligatoirement, et c'est pas possible autrement, c'est une bonne chose, tout simplement parce que, voilà, vous avez deux avions qui partent au musée, deux avions un peu emblématiques, des avions qui ont une vraie histoire, tous les avions, enfin beaucoup d'avions ont de belles histoires, mais ceux-là en particulier. Et là, il y a vraiment eu quelque chose de sérieux de fait pour dire, bon, voilà, on les retire, mais on fait ça bien. Et voilà,
Les images, elles sont là pour ça. Le jour où le dernier Canadair de la sécurité civile partira au musée, peut-être un jour, il faudra faire un truc bien aussi comme ça. Là, c'est des circonstances qui sont positives parce que les avions ont été arrêtés, mis à la retraite parce que les contrats ont été interrompus, donc il n'y a pas eu de cas, c'est vraiment un problème administratif. Les avions auraient pu continuer à voler, hein. Le Hawaii Mars, qui était le dernier opérationnel, dans les années 2010, donc 2 ou 3 ans avant que le contrat soit résilié, on était passé en chantier de prolongation, de modernisation. Le cockpit du Hawaii Mars, c'est un cockpit d'A320, c'est des écrans. Donc l'avion est parfaitement moderne, tout à fait intégrable aux espaces aériens contemporains. Il n'y avait pas de souci, c'est juste un choix politique qui fait que le gouvernement de Colombie-Britannique a dit non, l'avion est trop vieux, on ne prend pas de risque, on résilie le contrat et on le remplace par des Firebus. Mais l'avion aurait pu continuer une dizaine d'années. Il aurait pu partir à la retraite cette année, par exemple, puis ça se serait fait de la même manière, mais pendant 10 ans, il aurait pu continuer. Alors, on va parler des histoires de vieillissement d'avions juste après, parce qu'effectivement, bon, si on a suivi un petit peu l'actualité française de cet été et des histoires de bombardiers d'eau, il y a beaucoup à dire, donc on en parlera un tout petit peu plus tard. Voilà, là on a un exemple de pot de départ, de départ à la retraite, parfaitement réussi. Bravo. Et puis on attend le deuxième. Et puis bah, évidemment, moi je fais partie des gens qui auraient bien aimé être là. Bon, peut-être qu'un jour on ira voir le musée, voir le Mars, puisque l'objectif du musée, il est affiché. L'avion doit être rendu visitable. Après, c'est un paquebot volant, hein, donc effectivement, on peut faire circuler des gens à l'intérieur. Il y a de quoi faire un circuit, il n'y a pas de problème, peut-être même un labyrinthe. À voir, en tout cas, les images qui ont été tournées au cours de ce dernier vol, que ce soit en l'air ou depuis le sol par les spectateurs, c'était vraiment superbe, émouvant, touchant. Bravo, bravo, bravo à tous ceux qui se sont démenés pour que cet avion ne soit pas ferraillé, soit bien emmené au musée où il sera préservé et où il perdurera. Et son dernier vol, franchement, superbe. Bravo. Deuxième sujet, ça évidemment ça va pas vous surprendre non plus, la fameuse histoire des C-130 du Cal Fire. On en a parlé avec Jérôme quand il était venu sur le plateau. C'est un dossier vraiment important. C'est une évolution de la flotte californienne notable. On a fait une émission, on a détaillé longuement le fait que grâce à la présence de ces C-130 maintenant sur certaines bases, certains trackers vont pouvoir passer en chantier de rénovation et donc, comme ça va tourner, les chantiers de rénovation vont toucher tous les avions et les trackers seront retirés dans 20 ou 30 ans. Et on a appris donc, alors je crois que c'est le 26 août que l'avion a été admis au service actif et il a fait son premier largage opérationnel le 1er septembre. Donc j'ai fait un article sur Aerobuzz puisque c'est mon job. On revient quelques minutes sur le sujet. Jérôme est toujours aux États-Unis, continue à faire sa petite saison pas si tranquille que ça, même si les médias français en parlent peu. Il m'a promis que quand il passera à Paris au mois de novembre, on referait une émission. Je pense que l'émission, on ne va pas la consacrer sur sa carrière puisqu'on l'a déjà faite. On va parler de la manière dont on traite les feux, dont on gère les feux aux États-Unis et en particulier les tactiques et les méthodes et le mode de travail des pilotes californiens. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur leur rythme de travail, comment ils sont affectés aux bases, comment ils sont formés, quels sont les processus de recrutement, les avions qu'ils utilisent, comment ils les utilisent. On a échangé énormément d'images pendant cet été avec Jérôme, des photos qu'il a faites sur largage avec ses trainees, puisqu'il est instructeur. Et je pense que ouais, on aura matière à faire un bon papier. On parlera peut-être des C-130. Jérôme a une expérience notable sur C-130. D'après ce que j'ai compris, c'est pas sa priorité de revenir sur le multimoteur en équipage constitué. Il aime bien être dans son avion, un peu maître des opérations. Donc voilà, les C-130 du Cal Fire, un dossier que je suis depuis une dizaine d'années, depuis que, effectivement, à un moment où les avions sous contrat fédéraux sont arrivés à un seuil bas de 9 avions, les pouvoirs publics américains se sont dit mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut trouver des avions. Tiens, il y a les C-130 des Coast Guard qui vieillissent à un moment ou un autre, il faut peut-être les retirer du service des Coast Guard, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? À ce moment-là, il y avait les C-27J de l'US Army qui avaient été confiés à l'US Air Force qui arrivaient, mais l'US Air Force ne voulait pas s'embêter avec cette microflotte.
Donc il y a des hommes politiques qui se sont dit, ben, alors dans ces cas-là, on remplace les C-130 par des C-27. Les C-130, on en fait quoi? Tiens, l'US Forest Service, ça vous intéresserait pas de récupérer des Hercules? L'US Forest Service a dit, ouais, si on peut. Ils les ont eu pendant 2 ou 3 saisons, puis ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas équipés pour exploiter eux-mêmes ces avions-là. C'est l'US Forest Service, c'est un département fédéral qui a un budget pour louer des avions, mais à part ça, ils ne peuvent pas gérer eux-mêmes les appareils. Donc bon, ils ont fait une expérience avec un MAFS pendant 2 saisons. MAFS, c'était pas terrible. Et puis ils ont décidé d'abandonner le programme. Et à ce moment-là, le gouverneur ou la gouverneure, je crois que c'était une femme qui était gouverneure de la Californie à ce moment-là, qui a dit, mais nous, en Californie, ce genre d'avion, on saurait quoi en faire. C'est comme ça que les avions ont intégré la flotte. Évidemment, là-dessus, il y a eu la pandémie, il y a eu tous les problèmes qu'on imagine. Il y a eu aussi l'US Air Force qui a eu le contrat pour changer les wingbox des avions, puisque vous vous souvenez que les C-130, les premiers C-130 utilisés comme bombardier d'eau aux États-Unis, il y a eu des drames abominables avec des avions qui sont brisés en plein vol. Pour éviter ce genre de problème sur le C-130 aujourd'hui, quand un C-130 doit passer en mode bombardier d'eau, vu les contraintes qu'il prend, on change la wingbox. Alors la wingbox, c'est la jonction entre l'aile et le fuselage. Sur les C-130H comme celui-ci, on change la wingbox, même si elle n'est pas endommagée, on la remplace par une wingbox neuve, qui est la même wingbox qu'on met sur les C-130J. Et là, l'avion, on sait qu'il tiendra. C'est l'US Air Force qui avait eu le contrat pour les avions de l'US Forest Service à l'époque, mais ils avaient aussi leurs propres avions à traiter. Je ne pense pas que c'était un dossier prioritaire. Puis il y a eu tous les problèmes de supply chain qu'il y a dans l'industrie aéronautique avec la crise de 2020, qui fait que les avions ont mis du temps à sortir. Et puis après, il y a sans doute eu des histoires budgétaires, ce qui fait que c'est un dossier qui commence en 2014 et qui aboutit seulement en 2024, donc 10 ans plus tard, avec un vrai largage opérationnel, avec une vraie soute à l'intérieur de l'avion. C'est une vraie soute, hein, c'est une soute RADS, donc Rotterdam Aerial Delivery System, qui est une soute constant flow, même principe que celle qu'il y a sur les Dash 8 de la sécurité civile, qui est le système qui est réputé le plus souple, le plus efficace, le plus polyvalent aussi, puisqu'il permet de faire des longues traces, mais aussi des largages massifs. C'est juste une question de réglage dans le cockpit au moment du largage. Les soutes ont été. Alors, c'est Coulson Coulson, propriétaire du Martin Mars, qui a les brevets. Ce sont des équipes d'Amentum, donc l'opérateur sous-traitant pour le Cal Fire, qui a fait les modifications du premier C-130, le Tanker 122. Le deuxième est en cours de modification. Il entrera en service visiblement au mois de décembre. Donc les deux seront dispo pour la saison à venir. Donc le Cal Fire aura 2 Hercules pour leurs propres besoins, en plus des avions qu'ils peuvent louer à d'autres sous-traitants. Et puis, il y aura 3 autres appareils qui seront modifiés dans les mois qui viennent. La fin du programme de modification, ce sera donc 2026. Là, les 5 avions qui sont prévus seront modifiés. Les 2 autres, puisque c'est 7 avions qui sont concernés par le dossier au final, là, c'est pas très clair. Il devrait rester soit un pour l'entraînement, un autre pour le spare ou éventuellement un stockage en cas d'attrition. Bon, c'est pas encore très clair. Pour l'instant, ce qui est très clair, c'est qu'il y a 5 avions qui sont prévus pour recevoir une soute de 15 000 litres de retardant. Et le premier est entré en service donc le 1er septembre. Et ça, c'est une photo qui a été faite. Alors, j'arrive pas à lire sa signature. Shepard, c'est le premier largage opérationnel d'un C-130 du Cal Fire. Alors, c'est dans la région de San Jacinto, donc c'est au sud de l'État. Un feu assez important qui a éclaté, donc, qui était en cours tout au début du mois, sur lequel le C-130 est venu faire 2 largages. J'ai pas regardé s'il était intervenu sur d'autres opérations depuis. En tout cas, voilà, le Cal Fire dispose d'un avion en plus pour ces opérations. On sait que la Californie est très sensible aux feux de forêt. Cette année, les derniers chiffres que j'ai eus, c'est plus de 5000 départs de feu sur l'ensemble de l'État. Donc c'est un chiffre à peu près équivalent, il me semble, à ce qui était sur les années précédentes. C'est 400 000 hectares qui ont été brûlés, dont 200 000 sur le seul Park Fire qui a éclaté du côté de Chico, dans le nord de l'État, qui a fait oui, au moins 200 000 hectares.
et qui lui a été déclenché par un gars qui a balancé sa bagnole enflammée dans un ravin. Il a été attrapé. C'est quelqu'un qui avait déjà un passé judiciaire très chargé. Il doit passer en jugement à Sacramento le 19 septembre. Il risque très très lourd, comme il a déjà un dossier chargé. Puis là, bah, malheureusement, ça aujourd'hui, un incendiaire en Californie, on va pas lui faire de cadeau. Donc il risque la perpétuité. Il risque même... Alors, il n'y a pas eu de vie engagée sur ce feu, il n'y a pas eu de pompiers tués, donc il risque pas la peine de mort. De toute façon, la peine de mort en Californie, il y a un moratoire, donc il n'y a plus d'exécution depuis très longtemps. Donc toutes les peines de mort sont commuées en prison à vie, mais en général, c'est de la vraie prison à vie, il n'y a pas de libération conditionnelle. Là, le gars, il risque réellement une vraie perpétuité. Bon, il y a plein d'expressions pour lui dire que c'est bien fait pour lui. Donc ça, c'est une photo qu'a faite Jérôme dans les ateliers. C'est juste pour montrer le principe de la soute RADS à bord d'un C130. Ça, c'est l'intérieur du C130 pendant la modification. Donc c'est une photo qui a 3-4 mois. Le plancher n'est pas en bois. Les planches qui sont là sont des planches pour permettre aux ouvriers de travailler. C'est la section centrale, donc il faut découper cette partie-là pour faire le système de largage. Et on installe donc le système de trappe. Il y a 2 portes, on les voit ici, qui vont s'ouvrir. Et par-dessus viendra donc le réservoir en lui-même, qui est lui amovible, qu'on viendra placer au-dessus de ce trou. Il sera fixé très solidement à la structure de l'appareil. Ce qui permet, une fois que vous avez mis un plancher de protection par exemple par-dessus cette ouverture, de pouvoir utiliser l'avion en cargo très facilement. Le système de largage reste à demeure puisqu'il a été installé en perçant l'avion, mais la soute, la partie réservoir de la soute est vraiment amovible et s'enlève assez rapidement. Je l'ai vu faire en une vingtaine de minutes. Et donc ça permet d'avoir aussi un avion cargo qui reste un cargo quand même. Donc c'est pour ça que c'est un bon système, le système RADS tel qu'il est installé sur les C130. Il est efficace pour les largages, il est polyvalent parce qu'il permet de faire aussi bien des longues barrières de retardant que des frappes massives. Et puis il permet de garder l'avion en tant que cargo s'il le faut. C'est pas négligeable. C'est un très très bon outil. Autre nouvelle, alors c'est une info qui est tombée, alors c'est une info qui n'est pas toute récente puisque c'est un événement qui s'est déroulé il y a un mois et qui a permis d'avoir un certain nombre d'éléments assez intéressants. L'appareil en question là que vous voyez, c'est un hydravion, c'est un Shinmeiwa US-2 japonais. Et l'avion est très récent, c'est un avion qui est rentré en service il y a un tout petit peu plus d'une quinzaine d'années, donc ils ne sont pas trop usés, tout ça. Et ben, on a appris que le 9901, donc qui est le premier avion de série des Shinmeiwa utilisé par l'aviation navale japonaise, a été retiré du service au bout de 17 ans. C'est jeune. On parlera des Canadair après. Les Canadair, les plus anciens chez nous, ils ont bientôt 30 ans. On va encore les garder encore quelques années. Là, vous avez des gens qui, au bout de 17 ans, retirent un avion. Alors, quand on retire un avion du service au bout de 17 ans, c'est assez peu fréquent, mais il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes une compagnie aérienne de premier niveau, et effectivement, au bout de 17 ans, les avions, vous les renvoyez aux loueurs parce que vous voulez des flottes neuves et que c'est le moment où il faut changer tous les sièges et que ça coûte une blinde et que dans ces cas-là, autant prendre des avions neufs. Ça, c'est tout ce qui est grande compagnie. Une grande compagnie, c'est rare de voler sur des avions qui ont plus de 15 ans. Même si le type lui-même est en service depuis 30 ans, s'il y en a 320 d'Air France, Air France, ça fait 35 ans qu'ils utilisent des A320. Les A320 qui sont rentrés en service, il y a longtemps qu'ils ont été dégagés. Pareil pour les 330, les 777 par contre, ouais, ceux-là, je ne sais pas. Bon, à voir pour les longs courriers. Bon, donc 17 ans, c'est très jeune pour un avion. Vraiment, vraiment. Et là, pour que les Japonais, qui en plus n'en ont pas des dizaines des US-2, ils en ont 8 en service, enfin ils en ont reçu 8, ils en ont cassé un, il en reste 7. Et donc là, ils retirent le premier, ils le retirent. Il part à la retraite, le bestiau. Ils font une belle cérémonie, tout ça. Et donc, je reçois l'info, les copains, évidemment, j'ai des gens qui me disent j'étais en vacances en train de rien de faire, et puis des messages qui tombent t'as vu, les Japonais, ils retirent du service le Shinmeiwa. Le quoi? Ah ben non, ils ont retiré du service le premier. Mais là où j'ai commencé à... C'est qu'en fait, en général, quand on retire un avion, soit on le revend, soit on le pousse dans un coin, et puis il pourrit doucement, ou soit on le met dans un musée. Et là, en fait, l'avion, il a été retourné au constructeur.
Et ça, par contre, là, j'ai fait tilt à ce moment-là parce que, ouais, ok, d'accord. Bah, il renvoie au constructeur. C'est pas innocent. Et la suite de l'histoire, en fait, elle est vraiment très, très, très intéressante. Alors, le Shinmewa, c'est l'US2. C'est des moteurs de C130J, hein, c'est du Rolls-Royce là. C'est un gros hydravion avec une grosse coque, c'est un appareil dont on a déjà parlé, qui peut se poser sur des mers vraiment démontées, hein, des creux de 2 mètres, c'est pas un problème. C'est un avion de sauvetage en mer avec beaucoup d'allonges parce que le Japon est un archipel, il y a des îles partout, il y a des pêcheurs partout, il y a des tempêtes terribles et il faut aller récupérer les gens en mer et parfois très loin. Les hélicoptères sont très bons pour ces missions-là, mais ont parfois les jambes un peu courtes. Donc le Japon a toujours utilisé, et ils ont une vraie tradition de l'hydravion au Japon depuis très très longtemps, depuis même la Seconde Guerre mondiale, où ils ont construit le meilleur hydravion de l'histoire, hein, les Mili. Ils ont donc une flotte d'hydravions de sauvetage en mer, les US-2, qui sont donc entrés en service au début des années 2000. C'est des avions qui ont une grosse capacité d'emport, qui ont moins de 15 tonnes de charge utile, qui ont une puissance non négligeable, qui n'ont pas que 4 moteurs, qui en ont 5 en fait, parce qu'il y a une unité à l'intérieur qui sert à créer ce qu'on appelle un effet de souffle, un soufflage des volets, etc., ce qui permet à l'appareil d'avoir des performances de décollage et d'atterrissage extrêmement courtes. Je vous avais montré une vidéo il y a quelques semaines. Donc c'est un avion de sauvetage en mer top. Bon, le problème c'est qu'il est produit à moins de 10 exemplaires, donc c'est vraiment du fait main, c'est de l'artisanat, c'est pas de la grosserie, l'appareil doit coûter une blinde. Il y en a un qui a été cassé au cours d'une tempête. L'équipage a été blessé, mais il n'y a pas eu plus de dégâts que ça, enfin en dehors de l'avion qui a été retiré du service. Sans doute que la coque avait été tordue de partout. Et malgré tout, malgré le fait que, les livraisons sont très lentes, que les besoins existent, qu'un avion a été détruit, le premier de série est retiré du service et rendu au constructeur. Et ça, rendre l'avion au constructeur, c'est plein d'informations. Et effectivement, ça c'est un événement donc, qui s'est passé au début du mois dernier, début août. C'est un avion qui a été présenté par le constructeur dès l'origine, ça c'est une infographie qui doit dater du milieu des années 2000 aussi, comme un bombardier d'eau potentiel mais qui n'a jamais été testé en tant que bombardier d'eau. Et ça, ce qui va se passer, ça peut être un point important. Contrairement à son prédécesseur, le PS1, qui lui avait été testé dans les années 70 avec une petite saute pour voir si l'avion pourrait faire un bon bombardier d'eau. Visiblement, il n'y a rien qui s'y oppose. Mais l'avion n'a pas séduit Pour en revenir à la mission qui pourrait être celle du 01 après travaux, on se souvient de l'année dernière, les forces spéciales américaines s'étaient intéressées à une version sur flotteur du C-130 Hercule. Et la version sur flotteur du Hercule a été annulée il y a quelques mois, on en avait parlé. À mon avis, si l'avion retourne chez le constructeur, c'est parce qu'ils vont le modifier. Donc les Américains étaient intéressés par un avion de transport de forces spéciales amphibie. Donc avec en tête l'idée éventuellement de modifier un C-130 pour ces missions-là. Sauf que modifier un avion déjà existant en amphibie, c'est un travail qui est un petit peu compliqué. Alors ça se fait sur des avions un peu plus légers comme le Twin Otter, sur lequel on rajoute des flotteurs assez facilement. Pour les avions d'un gabarit un petit peu plus gros, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et pendant le travail d'étude autour des besoins des forces spéciales américaines sur des avions amphibies permettant de déposer des commandos, permettant des opérations spéciales, ils sont allés voir les Japonais, ils ont visité le Shinmewa. Et quand j'apprends que cet avion-là retourne chez le constructeur, je me dis, bah, il va être modifié pour des missions spéciales, il va être modifié pour de nouveaux marchés. Et en fait, c'est un avion qui va servir de prototype pour d'autres missions et pour donc d'autres marchés. Et quels sont ces marchés possibles? Donc en
il y a les marchés des forces spéciales, et il y a un article qui est paru cette semaine chez Janes en Angleterre, dont pas eu accès complètement, mais d'après les informations qui sont sur la partie libre de l'article de chez Janes, qui est quand même un institut relativement bien documenté, très précis, qui faisait état d'une rencontre avec les ingénieurs de chez Shinmewa au cours d'une conférence internationale. Il y avait déjà eu un sujet sur les projets de conversion du C-130 en hydravion. Oui, j'en avais parlé il y a quelques semaines. Et ben c'est la suite. Et j'aime bien suivre mes dossiers, moi, en fait. Il y a des histoires comme ça qui se prolongent. C'est le cas du Mars, c'est le cas des Canadair, c'est le cas du Shinmewa, où on a un point de départ, puis on s'aperçoit que l'histoire part dans plusieurs directions. Et, et- et moi, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier aussi de journaliste, c'est de pouvoir suivre des dossiers et des affaires comme ça, des histoires. Sont intéressantes en elles-mêmes, mais on voit aussi les interactions que ça peut avoir. Cette histoire de C-130 amphibie, qui date en fait des années 60, qui ressurgit parce que les besoins militaires évoluent, c'est un truc absolument fascinant. Mais effectivement, on pourrait se poser la question, rendre un C-130 amphibie, est-ce que c'est pas se faire des nœuds au cerveau de façon totalement inutile, alors qu'il y a quand même un allié, le Japon restant un allié, qui produit un hydravion quadrimoteur, qui a de très bonnes capacités marines, qui a de très bonnes performances aéronautiques. Pour des opérations spéciales, un appareil qui pose court, c'est fondamental. Ça veut dire que sur une opération commando où il y a un lac, pas très grand, ils peuvent quand même se poser, déposer des plongeurs, des zodiacs, des choses comme ça. C'est extrêmement intéressant. Donc plutôt que de se prendre la tête à modifier un C-130, avec les coûts que ça peut avoir, et puis surtout avec Lockheed qui a une production à assurer, et puis qu'est-ce que vous voulez me déranger avec cette lubie? Et ben là, on est en train de voir que les Américains pourraient peut-être acheter du japonais. Et là, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, le Japon produit du Shinmeiwa au compte-gouttes, 9 exemplaires en 20 ans, c'est ridicule. Donc, s'il y a des commandes américaines, le rythme de production du Shinmeiwa risque de doubler, de s'accélérer. Ça veut dire que l'équipement de l'aviation japonaise pour ces avions de sauvetage va s'accélérer. Il faudra livrer en même temps les avions pour les États-Unis. Et là, vous avez un avion dont le prix va baisser et sur lequel vous avez un prototype sur lequel vous allez pouvoir tester des trucs, et pourquoi pas donc enfin la version amphibie. Là, ça change beaucoup de choses, la version bombardier d'eau, pardon. Pour en revenir à l'histoire du Shinmeiwa, qui a toujours été présenté en tant que bombardier d'eau potentiel, capacité à l'écopage 15 tonnes, de Canadair. Ça ne s'est jamais fait parce qu'il n'y a jamais eu de clients, parce que l'avion était trop cher, parce qu'au moment où le Shinmeiwa apparaît, le Canadair est encore en production. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe, c'est compliqué. Est-ce qu'il pourrait être un concurrent? Parce que ce que disait l'article de Janes, c'est que l'avion va être modifié. Il va être modifié pour améliorer ses capacités cargo. Donc, augmentation de la masse maximale, mais surtout des capacités, par exemple, des planchers des sections cargo, de façon à pouvoir quasiment doubler sa capacité d'emport, agrandir les portes latérales pour pouvoir poser en mer des zodiacs, des semi-rigides ou des plongeurs. Et donc là, modifier fondamentalement l'avion. Et donc avoir cet avion disponible pour faire d'autres tests. Pourquoi pas refaire des tests avec une soute à eau et proposer le Shinmeiwa en tant que bombardier d'eau à d'autres marchés. Il était pressenti en Inde, il était pressenti en Grèce. Bon, on sait que la Grèce a opté pour le DHC 515 depuis. L'Inde, je ne sais pas ce que ça peut donner. Les contrats avec l'Inde sont extrêmement compliqués, on le sait ici avec le Rafale. Les Américains sont intéressés par le Shinmeiwa, mais plus pour les opérations forces spéciales. Mais est-ce que le fait de relancer une production et d'accélérer la production du Shinmeiwa pourrait pas donner un nouvel élan à la version bombardier d'eau du Shinmeiwa? On verra, on va suivre l'affaire. Donc voilà, ça c'est une information que j'ai trouvée vraiment intéressante. Et puis surtout, dans certains articles, on n'a pas cette approche de dire, mais oui, mais il y avait des signes avant-coureurs. L'annulation, déjà la visite des officiels de l'US, des opérations commando américaines auprès des Japonais pour visiter l'avion, pour voir à quoi elle ressemble, pour voir s'il est éventuellement adaptable à leur mission, c'était pas innocent. Ça s'est fait discrètement parce que c'était pendant le confinement, enfin en 2020-2021. D'ailleurs, il y a des photos qui existent où on voit les officiels, ils ont les masques et tout, donc on voit bien à quelle période ça s'est passé. Derrière, ils ont continué à bosser sur cette version du C-130, au point où ils se sont dit, bah non, c'est trop cher, puis finalement, est-ce que
c'est pas forcément une bonne idée de modifier un avion existant, alors que bah, peut-être que modifier un amphibie déjà existant serait beaucoup plus simple. C'est mon hypothèse. On verra si l'histoire me donne raison ou pas. En tout cas, la machine est très jolie. On a eu ces dernières années au Salon du Bourget, enfin avant la crise, sur les salons du Bourget 2017-2019, il y avait les patrouilleurs maritimes qui étaient venus, et puis les cargos. Messieurs les Japonais, si vous voulez nous présenter votre hydravion au Salon du Bourget de l'année prochaine, vous êtes les bienvenus. En tout cas, moi je vote pour. Et est-ce que ça pourrait pas faire un concurrent de plus pour ces marchés qu'on sait aujourd'hui extrêmement stratégiques et sur lesquels commencent à se signer des contrats? Cet été, bah, la Grèce, le Portugal ont signé pour des DHC 515, la Croatie aussi. Il n'y a que l'Italie qui n'a pas encore signé à ma connaissance. Et la France, on l'a su, alors ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais parce que bah, il y avait d'autres problèmes sur ces sujets-là qui ont attiré les médias. Mais les deux DHC 515 promis au titre de RescueE ont été signés cet été. C'est vrai qu'on attend la signature d'un contrat pour le renouvellement de la flotte existante, mais là, il y a deux avions de plus qui vont arriver. Alors, est-ce qu'ils vont venir en plus? Est-ce qu'on va pas commencer par retirer du service les deux plus vieux? Ça, par contre, il n'y a aucune information qui a été donnée là-dessus. Tout comme autant sur les projets, sur les commandes espagnoles, grecques, croates, et même portugaise, il y a eu des chiffres qui ont été donnés. Le seul contrat sur lequel il n'y a pas eu de chiffres donnés, c'est le contrat français. Le montant du contrat pour les deux DHC 515 n'a pas été dévoilé. Sur les contrats précédents, les autres contrats, le prix unitaire des avions, donc à la signature du contrat, c'est un prix qui peut évoluer, on tourne entre 52 et 53 millions d'euros par avion. Le DHC 515, c'est un avion au bas mot minimum à 50 millions d'euros. Certaines projections disent que d'ici qu'il soit construit, on pourrait avoir des mauvaises surprises et que c'est un avion qui pourrait coûter aux alentours de 60 millions de pièces. Donc quand je vois des gens pas toujours très bien informés qui disent ouais, 1 million à 30 millions 30 millions d'euros. Non, 30 millions d'euros, c'était le prix du Canadair dans les années 2000. Faut oublier ce chiffre-là, je ne sais pas d'où il sort. Enfin, si je sais à peu près, la fiche wiki doit dire 35. Il y a eu des rapports parlementaires, même pas très anciens, qui parlaient de 30 millions. Mais non, non. Les derniers CL415 produits, ceux qui ont été produits pour les Américains d'Aerofleet, ont été vendus, il me semble, 40 millions de dollars. Donc c'était le prix de l'avion il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est à 50, même si la version a évolué. Et 30 millions d'euros, c'est les avions qu'on a achetés dans les années 2000 pour remplacer les trois qui s'étaient crachés. Donc il faut remettre les chiffres à jour. Si le Canadair était à 30 millions, il faudrait faire le chèque tout de suite. À 50, c'est plus le même problème, hein. C'est des avions chers. Aujourd'hui, tout le monde, on voit beaucoup de gens qui s'insurgent sur les réseaux pour dire ouais, le gouvernement, il n'a pas acheté de Canadair. Est-ce qu'on va acheter un avion à 50 millions qui emporte 6 tonnes 2, ou est-ce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des avions à 70 millions qui en emmènent 12? Voilà, ça c'est le job de gens qui sont dans un gouvernement. Pour l'instant, il n'y a pas de proto. Il y a une vidéo qui est sortie de chez Viking, enfin pardon, de chez DHC, où on voit les ouvriers commencer à construire les premières pièces du premier DHC 515. Donc on devrait avoir un prototype peut-être l'année prochaine. Donc le temps que les essais en vol, etc., 2 ans, donc les premières livraisons 3-4 ans, oui, bah, ça nous emmène 2027-2028 pour avoir les deux Français, ouais, 2028-2029. Est-ce que à ce moment-là, les principaux concurrents, Inaero, Rodefour, 1901 seront pas un peu plus avancés, auront peut-être aussi des prototypes à montrer? Est-ce que quitte à renouveler le matériel, est-ce qu'il ne faut pas monter en gamme, ce qu'on a fait avec les trackers? Voilà, ça c'est des vraies questions et c'est pour ça que bah, il y a des ministres, c'est à eux de trancher. Moi, si on devait me poser la question, si je devais donner mon avis là-dessus, est-ce qu'il faut acheter tout de suite des DHC 515 ou attendre que par exemple Inaero soit prêt ou que 1901 soit prêt ou que Roquefort soit prêt? Je sais pas. On a du connu, un peu cher, pas très performant, mais connu. On connaît les qualités de vol du Canadair.
Ça, c'est un point important quand je discute avec les pilotes, la confiance qu'ils ont dans leur avion. C'est-à-dire que comme l'avion est à commande de vol quasi directe, ils sentent l'avion, le décrochage est sain, ils connaissent les performances, ils connaissent ses limites. Ils ont confiance. Quand ils montent dans l'avion, ils savent qu'ils vont pouvoir faire la mission qu'on leur demande. Et là, on leur propose des avions plus modernes, pas connus, il n'y a pas d'historique, il y a pas de. Donc il y a une certaine défiance. Et d'un autre côté, on a un avion qui emmène 6 tonnes 2, c'est pas si énorme que ça. Et on a des concurrents qui annoncent pouvoir emmener 10 tonnes, 10-12 tonnes. Et là, un largage à 10-12 tonnes, c'est pas la même chose. Plus rapide. Le Canadair, il se traîne. Les vitesses de croisière, c'est 150-180 nœuds. C'est pas hyper rapide quand vous devez aller d'un bout à l'autre de l'Europe aujourd'hui. Donc, pour une journée pour monter en Suède en renfort. Voilà, c'est un avion qui va faire ça en une demi-journée. Ça veut dire que le matin, bah, comme les Dash, hein, le matin vous êtes à Nîmes, à 8 h il y a une alerte, à 9 h l'avion est prêt, à midi il est en Suède. Et donc, le temps de manger, et à 13 h il peut faire ses premiers largages. Le Canadair, il va partir à la même heure et il va arriver en soirée. La nuit sera tombée, les pilotes auront passé leur temps, il faudra une nuit à l'hôtel, etc. Donc, il y a un gros boulot à réfléchir à ce qu'il faut faire après. Donc, clamer, il faut commander des Canadair tout de suite, c'est une option, mais il faut réfléchir à toutes les autres options. Et elles ne sont pas évidentes. Et donc, cet été, effectivement, ça a été le gros dossier. Merci Enzo pour tes photos. J'ai pas pu aller voir les Canadair cet été non plus. Euh, Jolie photo. Là, ça, c'est les photos que Enzo a pris autour de la base de Nîmes, puisqu'il spot là-bas. Et ouais, j'aime bien. En plus, là, on va parler de photographie 2 secondes. Et là, tu nous as fait les disques quand même. Donc là, tu es descendu quand même hyper bas en vitesse. Je serais curieux de savoir à quelle vitesse d'obturation tu es là-dessus. Parce que je m'arrache les cheveux de temps en temps, je vois des belles images de Canadair. Et puis, bah, les gars utilisent des vitesses d'obturation genre mode sport. Et donc, ça vous fait des obturations en 1 millième de seconde. Et là, vous figez tout. Alors, l'avion est hyper net, mais les hélices sont figées. Ah, et le problème, c'est que le mouvement de l'hélice, c'est un mouvement naturel et qui montre que l'avion, il est vraiment en action. Ok, Enzo, un cinquantième de seconde, t'es à main levée là-dessus ou t'as un monopode? Parce que le cinquantième de seconde avec les focales que tu utilises, parce que ça c'est de la longue focale, tu ne me diras pas, c'est pas là c'est pas au 200e, là t'es au 400e, 400 mm, pardon. Voilà, faut avoir une bonne tenue d'objectif parce que le moindre petit mouvement ou un cinquantième de seconde, il se voit, et surtout quand l'objectif est loin. Donc là, franchement, la photo, elle a l'air de rien, mais rien que ce petit détail-là montre que tu maîtrises vraiment tes outils. Donc là, c'est une jolie photo, un joli Canadair. Donc moi, quand je vois des hélices figées, ça me main levée au 600 mm, un grand malade. Moi, quand je descends et que je fais des photos de Canadair, je sais que j'en ai besoin. Je les vois rarement, je peux pas trop gaspiller mes chances de les prendre en photo, donc je prends pas de risque, je descends pas en dessous du 250e de seconde. Pour avoir un peu de flou sur les hélices, mais pour assurer le coup, si tu veux. Donc oui, cet été, on a beaucoup parlé des Canadair parce qu'il y a de la dispo. Et je l'avais annoncé dès le mois de juin, puisque j'avais eu Benoît Queneau au téléphone qui m'avait dit on a au moins 3 ou 4 avions qui ne pourront pas assurer la saison. Ils ont des gros pets. Alors j'ai beaucoup échangé avec plusieurs personnes qui travaillent chez Sabena Technics, la boîte qui assure la maintenance des Canadair français. Certains ont très mal pris le fait d'être mis en cause. Pour bien avoir relu et pour en avoir discuté avec Benoît, qui est donc pilote de Dash, mais représentant syndical, donc c'est lui qui est le porte-parole des pilotes de la base, quelque part. Ils ont mis en cause Sabena Technics. Il y a eu des mouvements de grogne envers Sabena Technics, mais jamais envers les gens qui travaillent pour la Sabena Technics. Visiblement, il y a des problèmes d'organisation. C'est une boîte qui a beaucoup grossi ces derniers temps et effectivement, l'expérience que j'ai de la vie industrielle, c'est que quand une boîte grossit vite, bah, elle se désorganise, elle réaffecte des équipes et ça casse certaines dynamiques. Alors ça fait partie des hypothèses que j'ai moi vis-à-vis de ce qui s'est passé au sein de la Sabena Technics ces dernières années, qui fait que les contrats des Canadair, qui sont des contrats sur lesquels il y a une grande visibilité, bah, peut-être pas été forcément prioritaires au niveau organisationnel. Pour, peut-être pas assez de personnes pour bosser sur les avions. Enfin, ça, c'est une des causes
qui ont été soulevés au moment où les médias, les grands médias, se sont intéressés à l'affaire. Il y a eu beaucoup de choses de dites, il y a eu beaucoup de conneries, surtout de dites sur le sujet. Moi, j'ai entendu parler de il n'y a que 3 Canadair en marche. Non. Il y a des jours où, effectivement, et là, j'ai reçu des SMS de copains de la base qui me disaient oui, ce matin, là, il n'y a pas d'avion dispo. Tous cassés. Bon, ça, c'est la situation donnée à 8 h du matin. Il est évident que, en fonction des pannes, certaines vont être réparées un petit peu plus vite. Et 2 heures après, si ça se trouve, il y avait 2 avions de près. Peut-être pas. C'est ce qu'on appelle la disponibilité. La disponibilité, c'est pas un chiffre global. C'est pas quelque chose de statistique. Enfin, on tire des statistiques en fin de saison, mais la disponibilité des avions, c'est comme la voiture de tout un chacun. Vous êtes à 2 doigts de partir en vacances et il y a une panne. Il y a un voyant qui s'allume. Donc, il faut aller chez le garagiste. Ça veut dire que le jour où vous en avez besoin, votre voiture, elle n'est pas dispo. C'est exactement ce qui se passe avec les avions, c'est que vous avez des avions qui sont utilisés en saison intensivement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà mis les fesses dans un hydravion, qui sont allés se poser sur un plan d'eau un petit peu agité. Ça tabasse très 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 fort. Il faut imaginer les coups que se prend une structure et les accessoires. Donc un Canadair qui va écoper sur 1 mètre de creux, ça tabasse, et évidemment, il y a de la casse parfois. Et donc, ça crée des indisponibilités. Le problème de ces indisponibilités, c'est qu'elles sont inhérentes à l'aéronautique. Un avion qui n'est pas à 100% apte, il reste au sol. T'imagines le délire, le siège du copilote est pété, tu pars tout seul. Non, ça n'existe pas. Et donc, il y a un certain nombre de points sur les checklists qui font que si ce point, il y a des pannes entre guillemets stratégiques, entraînent des no-go. Et là, on parle d'avion cassé. C'est pas qu'il est cassé physiquement, c'est qu'il n'est pas apte à voler, à assurer la mission. Et ça, effectivement, tout au long de la saison, il y a eu des hauts, des bas, et plein d'avions disponibles. Donc, il y a eu 3 avions qui étaient indisponibles de base parce qu'il y avait des gros chantiers à faire dessus, des avions qui ont été endommagés pendant des missions d'entraînement, notamment en amont de la saison, parce que tous les avions n'étaient pas sortis de visite hivernale, ce qui fait qu'ils ont été très utilisés. On a un certain nombre d'avions et je me souviens de lecteurs qui disaient on voit toujours les 4 mêmes. Ça veut dire que les 4 avions disponibles, et pour toutes les missions d'entraînement et de formation, c'est les 4 mêmes qu'on volait. Forcément, au bout d'un moment, les avions, au bout de X heures de vol, il y a de la casse. Et il y a eu des avions qui ont été lourdement endommagés et qui ont été mis sur le côté en disant voilà, là il y a 6 mois de réparation. Donc ça veut dire qu'ils ne participeront pas à la saison. Et là, il y a au moins 3 avions sur le flanc. Reste 9 avions. On en met 2 en Corse, reste 7 à Nîmes. Et puis là, il y a les pannes habituelles qui fait que oui, des fois il y en avait que 5 sur le parking. Et puis même parfois beaucoup moins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des jours où il y avait 0 avion, 0 Canadair disponible pendant quelques heures. La chance qu'on a cette saison, c'est qu'on a eu une saison assez légère en termes de feux de forêt. Il y a eu quelques gros départs, il y a eu quelques belles bastons, mais il n'y a pas eu de gros feux. On n'était pas en 2022. Effectivement, une situation comme celle de cette année en 2022, le gouvernement saute. Là, ça va pas sauter puisqu'il avait déjà démissionné. C'est des situations, oui, qui peuvent politiquement être ingérables. Alors, par curiosité, quelqu'un sait à quelle vitesse il touche l'eau pour faire le plein d'eau? C'est la même vitesse que l'approche finale. Je pense que c'est aux alentours de 100 nœuds. Ouais, tu m'étonnes qu'il y ait de la casse. Oui, il y a de la casse. Et puis, tu prends les vagues. Donc déjà, tu rentres dans l'eau, même si l'eau est relativement lisse, tu prends toutes les vagues, et là, ça tabasse. Et puis, alors, la structure de l'avion, elle est calculée pour, c'est de la peau de locomotive, un Canadair, mais tu as tous les accessoires. Et on a des engins, par exemple, je sais que le petit écran FX, ça doit être c'est pas un écran LCD, c'est peut-être pas un tube cathodique, mais bon, c'est un truc des années 70, c'est un truc qui est depuis 30 ans dans l'avion, qui en a vu des vertes et pas mûres, et tu as des moments où le truc il fait ping, et là, il n'y a pas de pièces détachées. Là, il te manque un instrument, l'instrument se fait plus, faut le remplacer, t'as pas les pièces. Et les fils du CL415, il est important parce que c'est lui qui donne les vitesses, etc. Donc sans ce bidule-là, c'est un bidule à 2000 €, hein. Peut-être plus, je sais pas. Enfin, en tout cas, si ce bidule-là est en panne, si t'as pas les pièces, c'est fini. ChatGPT me dit vitesse typique d'amérissage de 70 à 75 nœuds. Ça me paraît cohérent. 80 nœuds. Bon voilà, quand je disais 100 nœuds, j'étais un petit peu trop généreux. 80 nœuds. Mais 80 nœuds, ça tape très très fort. Prenez un Zodiac,
bien armé, parce que 95 Zodiac, vous le faites pas tous les jours, ou les avions de les bateaux de course, et voyez un peu les chocs que vous prenez. Regardez, tiens, l'émission de chef-d'œuvre anglais, Top Gear. Il y a une émission de Top Gear où ils font la course entre l'Italie et Saint-Tropez, entre une voiture, et tu as Captain Limas qui est dans un bateau de course. Je ne sais plus à quelle vitesse il navigue. Dans ces ordres-là, c'est des vitesses très très élevées. Et tu vois la gueule de James May qui se fait défoncer dans son bateau. Ben voilà. Imagine, c'est exactement ce que prend l'avion. Et lui, à chaque écopage, et des écopages, il en fait des dizaines par jour. Donc il y a de la casse. Voilà. Et donc il y a des avions qui se retrouvent sur le flanc, qu'il faut réparer d'urgence. Et puis des fois, il n'y a pas de pièces. Et l'autre volet qui n'a pas été assez soulevé, et qui soulève des problèmes encore plus graves, c'est que les pièces détachées, elles viennent du Canada. Et le constructeur, aujourd'hui, il a ses ateliers de production de pièces, éventuellement ses sous-traitants, mais pour l'instant, c'est de la petite série. Avant, chez Bombardier, qui était un gros industriel, qui avait plein de sous-traitants, et qui avait plein de productions différentes, c'était assez facile pour lui de dire, bah tiens, tu me fais 3 ailerons de CRJ, au fait, tiens, si tu peux me faire 4 pièces comme ça, bon, il y avait des mouvements de pièces en permanence entre Bombardier et ses sous-traitants, et si machin pouvait pas le faire, il demandait un truc. Et c'est comme ça que les pièces arrivaient à des prix raisonnables et assez rapidement. Là, vous avez un constructeur qui est en train de reconstituer tout son background de sous-traitants. Et ça se met en place petitement parce qu'en plus, c'est des petites flottes. Des Canadair en vol dans le monde, il y en a moins de 160. Et moi, l'information qui m'a choqué vraiment cet été, c'est quelqu'un qui m'a dit, bah écoute, sur les pièces, parfois le constructeur nous dit, il n'y a pas de disponibilité avant 6 mois. Ça veut dire qu'il y a des pièces que tu pètes en amont saison sur un vol d'entraînement à bord d'un Canadair au mois de mars, à ton avion, il ne sera pas disponible pour la saison parce que la pièce ne viendra pas. Là, tu te dis, alors ça peut être des pièces stratégiques, ça peut être des pièces non stratégiques, mais peu importe. Et là, tu te dis, ben ouais, mais le prix des pièces a triplé, les délais de livraison sont de plus en plus lents. Est-ce qu'il faut vraiment acheter du DHC 515? Et c'est la vraie question qui va se poser. Parce que acheter des avions neufs, ok. Mais derrière, c'est le soutien des flottes qui rentre en ligne de compte. Je suis à peu près persuadé que si ça gueule très très fort et que si le nouveau gouvernement prend le dossier en marche, bien en main, au sein de la Sabena Technics, il va y avoir des remontées de bretelles et la situation pourra s'améliorer. Donc il y aura plus d'équipes, mis plus de moyens, parce que de toute façon, c'est pas une question de budget. La boîte s'est engagée à assurer la maintenance des Canadair pour un contrat, un montant donné, qui est réévalué. Donc je ne suis pas inquiet, la Sabena Technique, et je leur souhaite de pouvoir surmonter ce problème qui dure depuis 2 ou 3 ans, peut-être un petit peu plus, mais à un moment, là on arrive à un seuil de blocage qui fait que ça va gueuler très fort, mais il faut remettre les choses à plat. Et ça peut se faire. Par contre, si l'industriel derrière ne joue pas le jeu, et si les pièces mettent 6 mois à venir, est-ce qu'il faut continuer avec ce constructeur? C'est une vraie question. Ça fait partie de toute la réflexion qu'il y a sur la succession des Canadair. Ce sont des avions qui ont 30 ans, donc effectivement qui vieillissent, donc qui sont, comme tous les petits vieux, un petit peu plus fragiles, un petit peu plus sujets à la casse. Donc il faut soigner plus, donc il y a un peu plus de budget de maintenance qu'il faut investir là-dessus. Mais il faut vraiment s'engager parce qu'on en a vraiment besoin. Là, on a de la chance, on a une saison où le plus gros feu, il a fait 500 hectares. Une saison comme 2022, ça peut nous tomber dessus assez rapidement. Donc là, il faudra avoir les avions vraiment disponibles. Là, on a de la chance. Dans notre malheur, on a de la chance. Autre souci, les Beech 200, j'ai eu des échos, ça va pas fort non plus, hein. Au niveau dispo, visiblement, ils ont des problèmes. Donc, j'en sais pas plus pour le moment, mais là aussi, il y a on parle des Canadair vieillissants qui ont 30 ans. Intéressez-vous aux dates de construction des 3 Beech 200 qui sont services à la sécurité civile. C'est des avions qui ont été achetés d'occasion dans les années 90. Voilà. Et là, on a des avions. Alors, évidemment, c'est moins stratégique parce qu'ils font pas mal de liaisons. En même temps, ça, ils le font très bien. Mais ils font aussi des vols de reconnaissance sur feu qui sont essentiels. Puis depuis qu'ils ont la boule, c'est un outil qui est vraiment formidable. Sauf que, visiblement, là aussi, il y a des problèmes de dispo, donc à voir. Ça, c'est le plus gros feu qu'il y a eu cet été. Elle est intéressante aussi, cette capture de Flight Radar. Le feu principal était là, et là, on voit, on voit que heureusement qu'on avait les Dash, quoi, parce que là, il y en a 6 en vol. Je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais
Là, on a Milan 79. Là, il y avait Milan 74 qui venait de remplir, donc à Perpignan qui repartait, ou Béziers. Il y a le 77 qui vient de larguer aussi, qui part se ravitailler. Là, on a les deux Bengales qui sont en train de tourner. Milan 80 qui vient de larguer, donc qui retourne lui à Nîmes pour sans doute le remplissage. Et là, vous en avez deux qui jouent des rôles très importants. On voit, ils sont en vert, hein. Donc ça veut dire qu'ils sont à 10 000 pieds. Il y a le 77 et le 78 qui sont en train de tenir deux missions garde. Donc ici au-dessus du Var, et là au-dessus de la Saint-Victoire et compagnie du Luberon. Voilà, sur cette photo-là, à cet instant T-là, il y avait 6 Dash en vol sur les 8. Donc, sachant que à ce moment-là, alors, à question de savoir si celui-là, c'est pas celui qui venait de Bordeaux, où étaient les autres? Parce que malheureusement, sur une flotte de 8, tu peux en avoir un qui a besoin de maintenance aussi, hein, donc tu en as 7 de disponibles. Bah, t'en mets 6. Tu en as 2 qui sont là en protection, parce que si ça part, bah, autant avoir des avions pour pouvoir couvrir le départ rapidement. Et puis, bah, tu as les autres qui sont engagés sur un feu, puis ça tourne. Et comme les pélicandromes sont pas très loin, bah, les temps de rotation, finalement, je pense que là, le feu, il a pris des largages de Milan toutes les 10 minutes. Ça a dû bien aider pour que les choses se passent bien. Donc le 74, il est venu de Bordeaux. Ouais, tu vois, il est là. Il vient de tourner parce que visiblement, il y a la surveillance aussi d'un point chaud ici, parce que pour que ça vole bas à cet endroit-là, c'est qu'ils ont surveillé quelque chose. Et le feu principal, il est là. Et le feu principal, il est là. Cette tournée fort, donc là, Milan 80, Milan 74 qui tourne, et Morane 341. Donc ça, c'est les trushs de chez Aria qui sont allés mettre aussi leur petit grain de sel dans l'affaire. Ça prouve aussi que des modules comme les monomoteurs ont leur place dans le dispositif, et le fait de les avoir à Béziers, bah, finalement, c'est une bonne chose, et ça peut collaborer. Ce que cette image-là montre, c'est que les petits peuvent intervenir sur les feux où il y a aussi les gros. Question bête, quand ils sont au sol en attente, ils sont pleins d'eau? Non, ils sont vides. Il faut d'abord faire le remplissage avant d'intervenir. Mais le remplissage, il n'est pas si long que ça, c'est 7-8 minutes. Et puis, donc ça, c'est quand ils sont en attente. Après, quand ils arrivent sur une base où ils vont, par exemple, quand ils vont au Pélicandrome, ils atterrissent, ils se remplissent, et puis là, ils attendent la mission. Et là, ils peuvent couper, et l'avion reste sur le parking rempli. Mais le matin, normalement, ils sont vides. Après, c'est parce que ça fait travailler les trains d'atterrissage. Et puis le retardant, il faut qu'il soit brassé régulièrement. Donc tu peux pas laisser ton retardant dans la soute, parce que en fait, il y a des minéraux, ça se colle partout. Donc les avions faut les remplir avant d'intervenir. Mais bon, si tu es sur une journée un petit peu dense, ton avion est rempli, il peut rester au parking prêt à partir. Il n'y a plus qu'à décoller. Mais normalement, il passe au Pélicandrome avant la mission. Ça pourrait être aussi une option, mais je ne sais plus pour quelle raison elle n'a pas été. C'est d'avoir des avions remplis au parking prêts à partir. Mais ça se pratique relativement peu. Donc, ils gardent jamais d'eau pour partir en urgence? Non. Et c'est jamais de l'eau. Enfin, sur les Milan, à l'eau, c'est très rare. Il faut partir au retardant. Et il faut bien comprendre que ces avions-là interviennent au retardant, qui est un produit plus efficace. Donc, on peut se permettre d'en larguer moins souvent. Puis en plus, c'est cher. Voilà ce que ça donne sur feu. Alors, c'est pas à Fly Radar, c'est à DSB Exchange. Ouais, ça peut être dense. Il faut bien respecter les altitudes. En plus, là, vous avez Dragon qui fait de la reconnaissance. Pareil. Alors, sur les hélicos, il y a eu aussi des problèmes de disponibilité. Ça a râlé aussi. Sachant qu'il me semble que les hélicoptères, jusqu'à pas longtemps, ils s'étaient vraiment entretenus en interne à la sécurité civile. Et c'est très récemment que c'est parti chez un prestataire extérieur. Donc, la vraie question de ces problèmes de dispo, est-ce que c'est pas le principe d'avoir un prestataire extérieur qui, quand ça merde, ça merde. Avant, les Canadair, tout ça était fait en interne avec des mécaniciens de la sécurité civile. Externaliser, ça permet de faire des économies à court terme. Et quand ça se passe bien, effectivement, il n'y a pas lieu de remettre le système en cause. Par contre, quand ça se passe mal, pas très bien comme en ce moment, peut-être qu'il faut aussi remettre à plat le système. Mais est-ce que la sécurité civile est aujourd'hui équipée pour se rééquiper de mécaniciens spécialisés Canadair? Compliqué. Le marché du travail des mécaniciens, des techniciens aéronautiques est très particulier aussi. Donc voilà, c'est pour ça que toutes les polémiques qu'il y a beaucoup de polémiques qui partent sur des visions simplistes des choses. En fait, c'est extrêmement compliqué. Les gars sur le terrain, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis, il y a les approvisionnements de pièces, il y a aussi peut-être parfois des pilotes qui malheureusement tapent un peu fort dans leurs avions et qui les cassent alors qu'ils pourraient faire un petit peu plus attention. Il y a le constructeur qui joue son rôle, mais est-ce qu'il le joue bien? Est-ce que... il y a tellement de facteurs et c'est très difficile d'avoir des informations fiables
Donc il y a eu beaucoup d'articles qui sont passés, il y en a eu des bons, hein, celui du Monde, celui de Libération était pas mal. Il y a eu des articles catastrophiques, celui de France 3 Occitanie était une catastrophe totale. Le journaliste expliquait qu'en fait le seul truc d'origine qu'il y avait sur les Canadair français c'était la plaque constructeur. Bah, si jamais c'est le cas, je pense qu'il y a il y a des têtes qui doivent tomber. Non, non, puis changer des pièces sur des avions qui sont par définition très sollicités, c'est normal. La question, c'est pourquoi il y a des retards sur les approvisionnements de pièces, pourquoi il y a tant d'avions qui sont endommagés. Au mois de juin, Benoît m'a dit on a des problèmes, comme il n'y a pas eu beaucoup de disponibilité, aucun pilote n'est arrivé en début de saison avec les 45 heures de vol nécessaires. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une légère perte de technicité qui fait que va y avoir un petit peu plus de casse. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Vous n'avez pas assez d'avions, les avions sont sursollicités, les pilotes font des exercices un petit peu plus intensément qu'ils ne devraient et il y a de la casse. Alors, c'est de la casse légère, mais ça peut entraîner des accidents sérieux ultérieurement. C'est pour ça que c'est aussi un sujet extrêmement sensible et très 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 délicat. J'ai un article sur le feu sur le sujet qui sera publié sur Aérobuzz la semaine prochaine. J'ai encore au moins 2 personnes à interroger avant de pouvoir le finir. J'aurai des chiffres, j'aurai des données, j'aurai une explication. J'aurai une explication de ce qui s'est passé. J'ai cru comprendre que déjà au sein des pilotes de la sécurité civile, ils s'attendent à ce que la saison prochaine soit pas forcément évidente non plus, avec des problèmes récurrents, des avions qui sont pas encore disponibles, etc. Heureusement qu'il y a les Dash. Et puis pour rassurer les gens de Sabena Technics, j'ai eu un retour aussi très positif sur un point qui me paraît pas négligeable. Les deux Milan, le 73 et le 74, qui étaient les plus anciens, ont été remis au standard en termes d'avionique. Le chantier a été fait par Sabena Technics. Et Benoît me disait, le premier, on l'a réceptionné, il y avait zéro panne, zéro problème, il a pu intégrer la flotte tout de suite. Donc ça veut dire qu'à la Sabena Technics, sur certains dossiers, ils se sont bien démerdés, ils travaillent bien. Mais voilà, il y a une différence, il y a eu un problème. Bon, après, c'est vrai que les Dash 8 sont un petit peu plus récents, donc un petit peu moins capricieux, donc c'est peut-être plus facile. Mais voilà, on ne peut pas jeter la pierre totalement à l'entreprise, même s'il faut la mettre face à ses responsabilités. Mais voilà, tout n'est pas totalement négatif. On sait à peu près combien il y a de pilotes en France d'avions bombardiers d'eau. Oui, ils sont 80, entre 80 et 100. Pour armer 12 Canadair, 8 Dash 8 et 3 Beech 200. 80 pilotes, ils aimeraient arriver à 100 pilotes parce que ça permettrait d'avoir une rotation un petit peu plus simple. Il faut juste savoir que les pilotes de bombardiers d'eau de la sécurité civile ne volent pas énormément. Les pilotes, quand on les interroge, quand ils font 120 heures dans la saison, une saison de standard, ils vont faire 120 heures de vol. C'est pas énorme, hein. Les pilotes de chasse volent plus, les pilotes de ligne beaucoup plus, mais quand ils volent, c'est vraiment très intensément. Et donc, quand on a des pilotes qui volent relativement peu, qui en plus abordent la saison avec un déficit d'heures de vol d'entraînement, c'est problématique. Donc, il faut absolument que ces problèmes-là soient résolus un jour, rapidement, parce qu'on a besoin de ces avions-là. Et puis, effectivement, se pose la question de la succession des Canadair, puisqu'ils arrivent à l'âge vénérable de 30 ans, et c'est vraiment l'âge à partir duquel il faut commencer vraiment à les remplacer. Les avions sont conçus pour voler 30 ans, globalement. Certains le font un peu plus. C'est un maximum de technicité pour un minimum d'entraînement, du coup, si je comprends bien. C'est exactement ça. Ils peuvent pas. Enfin, c'est pas des avions. Enfin, alors, c'est pour ça qu'ils embauchent aussi des pilotes qui sont déjà formés, puisque la sécurité civile ne forme pas de pilotes ab initio. Ils forment des pilotes confirmés à une nouvelle mission. Donc, ça entraîne un certain nombre de vols d'entraînement quand même, et de formation, mais c'est pas le but. Si on a des avions, des Canadair, les Canadair sont des avions d'intervention. Donc oui, il faut beaucoup de technicité, c'est un métier qui s'apprend, qui est pas si évident que ça, parce qu'il faut sentir à la fois le feu et puis le reste des éléments. Alors moi j'en parle de façon extérieure, j'ai aucune expérience en tant que pilote de bombardier d'eau, mais ça fait 25 ans que je discute régulièrement avec eux, donc je commence à avoir un petit peu de comprendre un petit peu comment ça se passe. Voilà, mais c'est un job. On a beau être un bon pilote de ligne, un bon pilote de chasse, très bien formé. Quand on se retrouve dans le cockpit du Canadair, il faut réapprendre un grand nombre de choses parce que la basse altitude comme ça s'improvise pas. Viser le feu, ça s'improvise pas. Sentir le feu parce que
savoir où larguer, comprendre où larguer. Ça, c'est un truc qui s'apprend pas. Jérôme, dans l'émission qu'on a faite, je crois on parle un petit peu en disant que bah voilà, on débarque, il y a une première saison où on découvre le feu, mais il faut des années avant d'être un très bon pilote de bombardier d'eau, parce qu'en fait, il faut sentir les choses. Et ça ne passe que par l'entraînement. Pas de cours théorique quelque part. Il y a des simus de Canadair pour le réglage, tout se fait en réel. Alors jusqu'à très récemment, tout se faisait en réel. Et il y a deux simus Canadair aujourd'hui, dont un en Italie, qui a été ouvert juste aux alentours, il y a 3 4 ans, à peine plus, à Milan, où les pilotes français vont s'entraîner. Et c'est un simu qui permet de travailler aussi l'aspect tactique. Alors, pour ce qui est de l'aspect tactique aussi, il y a un simulateur tactique à Valabre, à l'École nationale des officiers pompiers. Alors là, ils vont pas travailler la technicité du largage, parce que c'est un simu, genre Flight Simulator, mais ils vont travailler la coordination avec les moyens terrestres. Donc la qualité du largage, parce qu'ils vont viser, c'est l'interopérabilité. Pour l'avoir visité il y a 20 ans, c'était sur base de Flight Simulator. Alors, je ne sais pas maintenant avec quoi ils travaillent, mais je sais que le simu existe toujours. C'est des simus tactiques. Et à la sécurité civile, sur la nouvelle base, il y a une salle, hein, le CCOS, qui sert à ça aussi. C'est des simus relativement simples, où ils ne travaillent pas le largage, la technicité du largage, mais ils vont travailler le feu. J'ai pas pu le tester, l'essayer non plus, mais c'est un bon sujet. Ouais, ouais, les simus aident sûrement, mais le problème du feu, c'est que la fumée, la chaleur, l'aérologie, enfin, les simulateurs de vol, je vois bien qu'entre le vrai, même si votre avion il est hyper réaliste, il manque plein de choses. Et sur un feu, les odeurs, la chaleur, les turbulences, et il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à modéliser sur des feux très forts. La propagation du feu, tout ça, bah ouais, c'est que, il y a beaucoup de réel. Donc, ouais, les simus, ça fait beaucoup. En mémoire tactile, pour aller chercher telle ou telle manette parce qu'il y a une panne, bah, c'est géant. Tu as des actions réflexes comme ça qui vont être facilitées grâce au simu. Mais il y a des trucs, ça s'apprend que sur le terrain. Et tu peux pas simuler un feu. Enfin, aujourd'hui, les calculateurs. Enfin, si, on doit pouvoir commencer à avoir des simus, aujourd'hui, avec les capacités de calcul des ordinateurs, qui vont pouvoir commencer à simuler le comportement d'un feu et donc les turbulences et toutes les contraintes qui vont se poser aux pilotes. Là, on va commencer effectivement à rentrer dans une nouvelle ère, mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc des simulateurs de lutte anti-incendie, bah, on n'en est qu'au début. Donc c'est pour ça qu'il faut voler, et pour voler, il faut des avions disponibles. Et quand il n'y a pas d'avions disponibles comme c'est arrivé cet été, eh bien ça entraîne toute une succession d'événements qui fait que bah, on ne sort pas la tête du trou. On est typiquement dans un cas de cercle vicieux et il faut casser ce cercle à un moment. Et moi, je suis que journaliste, je ne vais pas me permettre de dire il va falloir faire ça. Non, ça, et des solutions, bon, on imagine bien changer de prestataire, faire des procès, tout ça, mais non, ça ne résout pas les problèmes sur le terrain. Voilà, embaucher des techniciens, bah, c'est très bien. Tu peux embaucher tous les techniciens que tu veux, mais technicien qui a travaillé sur Airbus A330, tu vas lui montrer un Canadair, bah pareil, il faut qu'il apprenne le Canadair. Et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc tout ça s'anticipe, c'est très compliqué. Donc finalement, Yaka Faucon, bah, ça ne marche pas. Il faut vraiment étudier le sujet, aller voir effectivement là où sont les dysfonctionnements. Et ça, bah, tu as les secrets industriels qui font que bah, ce pas des informations qui vont sortir, c'est normal. Et là-dessus, bah, voilà, nous, on peut que constater qu'effectivement, heureusement, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de feux. Bah, ça tombe bien, on n'avait pas beaucoup d'avions cette année. Alors évidemment, ça s'est mieux passé pour les Dash. Ah bah tant mieux. On imagine que cette situation-là soit arrivée en 2020, au moment où bah, les trackers sont arrêtés, un peu prématurément, mais il n'en restait plus beaucoup. Et tous les Dash sont pas arrivés. Et c'est en plus que les Canadair n'avaient pas été dispo. Oh, 2022. Oh là là, le délire. C'est une situation qui est inquiétante, sur laquelle il faut pas lâcher l'affaire. Moi, je sais comment ça se passe. C'est un sujet qui est très médiatique l'été. Mais alors l'hiver, tout le monde s'en fout. Bah, c'est l'inverse qu'il devrait faire. C'est l'hiver qu'il faut s'intéresser au sujet pour savoir, bah, alors les avions, ils sont prêts, ils sortent ou pas? Ils sont prêts, vous êtes entraînés, c'est bon? Bonne remarque. Et si en plus on en prête à d'autres pays? Alors ça, on n'en prête jamais aux autres pays. Quand la France envoie les Canadair sur les renforts européens, c'est qu'elle sait qu'elle n'en a pas besoin pendant les 48 heures qui viennent, ou qu'il y en a assez pour assurer l'alerte. Donc non, non. Cette année, ils sont allés en Bulgarie.
ils ont passé 2 ou 3 jours à combattre les feux parce qu'il fallait vraiment. Et c'est une très très bonne chose de pouvoir le faire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les 2 avions qui sont partis là-bas ne manquaient pas au dispositif français parce que il y avait les hélicoptères de bombardiers d'eau de renfort, parce qu'il y avait les Dash qui étaient dispo, qu'il y avait assez de Canadair pour assurer la permanence en Corse et éventuellement une Noria, une grosse Noria sur un départ de feu. Par contre, on a des calculs qui sont assez fins pour dire, bon, là, pendant les 24 heures qui viennent, pour cette région-là, le risque incendie est faible. Bon, la Bulgarie a besoin d'avions, ils viennent d'appeler, on leur envoie, pas de problème. En plus, ça transite par l'Europe, et le système marche de la façon suivante, c'est que le pays dit, bon, là, on est débordé, ils nous font des avions, allô l'Europe. L'Europe, elle envoie le message à tous les autres pays en disant quelqu'un a des Canadair disponibles. Et là, à ce moment-là, la France dit nous, la situation dans le pays est maîtrisée et oui, effectivement, on peut libérer 2 avions. Bon, la France, vous envoyez 2 avions. Et si la France n'est pas disponible, ou si la situation en France fait qu'on ne peut pas envoyer de Canadair, la France dit non, nous on ne peut pas. C'est ce qui s'est passé avec les feux à Madère, où il y a eu des très gros feux. L'alerte a été donnée et la France n'y est pas allée. Alors, les pilotes français, ça les a un peu frustrés parce qu'ils auraient bien aimé aller voir là-bas parce que quand t'es pilote, t'aimes voler, quand t'aimes attaquer des feux, on te propose une mission à un endroit où t'es jamais allé, ça donne envie. Bon, voilà. Et puis en plus, dans des contextes internationaux, aller voir comment les pilotes espagnols travaillent, ou les pilotes portugais, ou les grecs, tout ça, c'est des échanges qui sont, à mon avis, intéressants. Je ne sais pas s'ils sont vécus comme ça en tant que tels par les équipages concernés, mais c'est vraiment important. Chez les militaires, ça, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs depuis très longtemps. Les exercices interarmés, ça apporte énormément quand tu dois après travailler ensemble. Là, je pense que c'est la même chose. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne prête pas les avions, ça part par des structures juridiques très précises, notamment par l'Europe, qui fait que, en fait, c'est un appel d'offres global qui dit qui a des avions disponibles. Et les commandes d'avions par le dispositif RescueE qui ont été signés, c'est justement un calcul très simple qu'a fait l'Europe, c'est si on a besoin d'avions, on ne va pas les exploiter nous-mêmes, on ne sait pas faire. Donc autant, vu qu'on a du budget, financer des avions chez les gens qui savent les exploiter, de façon à ce qu'il y ait plus de moyens globalement disponibles dans toute l'Europe, comme ça quand on en a besoin, c'est plus facile d'aller les mobiliser. Dans le dispositif qui a été présenté par le président de la République après 2022, il a expliqué, nous, on voudrait passer à 16 Canadair, sachant que, effectivement, sur une saison comme 2022, 16 ne va pas suffire. Par contre, si on avait 16 disponibles pour une saison comme celle de 2024, on aurait eu tout l'été des avions en Grèce. Et donc, pourquoi pas les 2 avions financés par l'Europe qui sont financés pour ça. Donc, on augmente les moyens nationaux de façon à avoir plus de disponibilité pour les employés sur les autres points chauds. Et ça, c'est un système de fonctionnement européen que je trouve bien pensé. On augmente les moyens nationaux pour avoir des renforts internationaux. Et ça, c'est un bon calcul. Sachant que l'Europe a du budget, la France paye des cotisations à l'Europe, on budgétise un certain nombre de choses pour l'Europe, et là c'est un retour sur un investissement, puisque voilà. Ça fait une flotte de combien d'avions dispo dans ce système RescueE? Pour l'instant, c'est 2 avions, 2 Canadair par pays, en gros. Donc Grèce, ça fait une douzaine d'avions qui vont être disponibles pour le système Rescue à terme. Aujourd'hui, comme c'est sur une base de volontariat, sur des avions déjà existants, j'ai plus le détail, mais c'est en fait le but du jeu, c'est de faire en sorte que le dispositif Rescue puisse dire, écoutez, on vous a payé 2 Canadair, là on en a besoin pour d'autres pays, envoyez-les. Mais ça se fera toujours de toute façon, et tu peux pas dépouiller la France en disant excusez-moi mais j'ai besoin de mes 16 avions là aujourd'hui, et éventuellement s'il y a 2 Italiens ou deux Espagnols qui peuvent venir nous donner un coup de main comme ça c'est fait en 2022, ce sera mieux pour tout le monde, plus de Canadair dans toute l'Europe, parce que ça va faciliter les choses. C'est la même chose qui se passe avec les hélicoptères qui sont en location. Il y a des hélicoptères moyens. Bon, la sécurité civile les appelle les lourds, mais les moyens, ils sont là en renfort. Alors, cette année, ils ont servi pour remplacer les Canadair indisponibles. Mais le but du jeu de ces hélicoptères de location, c'est en fait de renforcer réellement les moyens. Alors, effectivement, c'est des moyens de location, donc c'est un budget différent que si la sécurité civile avait acheté ces hélicoptères-là, qui seraient disponibles en permanence, ce serait différent.
Est-ce qu'il faut augmenter le budget de la sécurité civile? Malheureusement, il a été amputé de 50 millions, le prix d'un Canadair, là, parce que à l'ensemble des budgets nationaux, il faut serrer la ceinture. Peut-être que d'autres... oui, c'est nos impôts aussi, hein. Si on veut pas payer plus d'impôts, ouais, voilà. On va payer des Canadair, ça me gêne pas. Donc c'est un ensemble global. Les caricatures qui ont été faites, parfois, étaient stupides. Bon, après, l'antimacronisme de base, bah oui, oh, c'est la faute au président. Bah oui, 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 il est responsable, c'est normal. Mais les paramètres sont vraiment... et même moi qui suis ça depuis des années, je comprends pas tout, quoi. Bonne semaine à tous, on se revoit la semaine prochaine, donc vendredi 18h. Et puis, écoutez, passez une bonne semaine. Et donc, on se revoit vendredi. Allez, à très bientôt.